Derrière la plupart des lois de la République se trouve la franc-maçonnerie. Avant de voir ensemble les lois importantes qui ont parcouru l'histoire de cette République française, on va voir d'abord rapidement la relation entre République et franc-maçonnerie à travers quelques citations, à commencer par celle de 1894 où, lors d'un convent maçonnique du Grand Orient de France, un orateur avait affirmé que la franc-maçonnerie n'est autre chose que la République à couvert, comme la République et la franc-maçonnerie à découvert. Un petit peu avant, en 1887, le même Grand Orient de France reconnaissait que c'est à la franc-maçonnerie qu'on doit la République de cette époque. Ce sont les loges et les maçons qui ont fait la République. Donc, on sait qui est à l'origine de la République française et par ailleurs, on sait aussi qui a fait se produire la Révolution de 1789. Donc en amont, les encyclopédistes maçons des Lumières et en coulisses, les Illuminés de Bavière. Et on sait aussi comment ce régime est né sur l'échafaud par des massacres. Pour rappel, la République a vu le jour en septembre 1792 et son premier fait d'armes, c'est le régicide du 21 janvier 1793. Dans un discours qu'il a tenu en 1848, l'initié Adolphe Crémieux, qui était alors membre du gouvernement provisoire de la Seconde République, avait dit « La République est dans la franc-maçonnerie, la République fera ce que fait la maçonnerie. Elle réunira dans un même sentiment tous les citoyens de la Terre. » Il y a donc cette notion de cosmopolitisme. Bien plus récemment, François Hollande, ancien président de la République, dans un entretien qu'il a accordé en 2012, a déclaré « Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. » Sous une République, de surcroît en France, il faut passer par là, pour avoir un rôle à jouer, pour exister à diverses échelles. Sinon, vous êtes sur la touche. Et enfin, sur le pouvoir immense de cette secte dont les hauts grades sont dans le culte de Lucifer, donc le luciférianisme, cette révolte contre Dieu, l'homme qui se prend pour Dieu à l'instar de l'ange déchu, nous avons l'ancien grand maître du Grand Orient de France et conseiller à l'Élysée, Alain Bauer, qui a déclaré « Dans notre système politique dit démocratique, ce ne sont pas 40 millions de citoyens qui font les lois, mais 150 000 frères. » Alors, vous voyez, un petit peu large. Mais voilà qui plante rapidement le décor sur la République qui, pour rappel, n'est pas la France, ce n'est qu'un régime politique qui est l'anti-France. En l'an 2000, d'après le Conseil d'État, il y avait en France 9000 lois et 120 000 décrets. Aujourd'hui, il y a largement plus de 10 000 lois en France, ce qui est énorme. Alors vous vous doutez bien qu'on ne va pas toutes les passer en revue, toutes ces lois. On va en prendre certaines, un peu plus d'une vingtaine, on va voir d'où elles viennent et où elles sont censées nous amener, dans quel but. Tout en sachant que le problème majeur en République française, c'est qu'il y a la loi et qu'il y a l'application de la loi. Nous n'avons pas la même loi pour tous, selon qui on est. C'est le fameux deux poids, deux mesures, qui est vraiment le fond du problème. Donc si vous êtes un illustre inconnu, sans réseau, ou si vous êtes un Sarkozy ou un Balkany, le jugement sera différent, c'est évident. C'est la fameuse vérité générale que l'on doit à Jean de La Fontaine, qui avait écrit dans Les animaux malades de la peste, et ceci est toujours d'actualité aujourd'hui. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. On va commencer par ce qui n'est pas une loi à proprement parler, mais plutôt l'évangile du nouveau régime depuis 1789. Il s'agit d'un texte plus important encore que les lois qui ont suivi, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ce texte fondamental centre l'homme sur ses droits en occultant ses devoirs envers Dieu. C'est Jésus-Christ mis hors la loi et c'est un phénomène nouveau pour l'époque. Cette déclaration pose le cadre d'une société sans Dieu et toutes les mesures, toutes les lois qui suivront sur des décennies et même sur des siècles seront dans ce prolongement, dans cet esprit que Monseigneur Henri de Lassus a appelé le naturalisme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Rien que la première phrase est une arnaque.
Est-ce qu'un frère invisible de la République et vous ou moi avons les mêmes droits? Ben, concrètement, non. Et est-ce que tous les hommes doivent avoir les mêmes droits? En matière d'éducation, par exemple, est-ce qu'un drag queen doit avoir les mêmes droits qu'un père de famille? Donc voilà une bonne question quand même à se poser. Donc cette déclaration des droits de l'homme, c'est le frère Condorcet qui l'a publiée en août 1789, donc le marquis Nicolas de Condorcet, qui était du camp du philosophisme des Lumières, hein, comme beaucoup au XVIIIe siècle. Il était un député girondin sur la même ligne que Voltaire, hein, c'est un proche de Turgot, d'Alembert, de Sieyès, et donc cette célèbre déclaration des droits de l'homme a été publiée par Condorcet. Elle a été élaborée dans les loges maçonniques, en l'occurrence par la loge La Candeur, qui était affiliée au Grand Orient de France. Nous avons aussi la Constitution française. Comme chacun sait, les constitutions définissent les grands axes du pouvoir politique en place, hein, de la République démocratique. Hein. Par exemple, ce sera plus ou moins de pouvoir accordé au président ou à l'Assemblée, ce sera l'usage du référendum ou pas, hein, et ce donc depuis 1789 jusqu'à celle de 1958 pour la Ve République. En 1791, la France a basculé dans une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir a été transféré soi-disant au peuple via ses représentants à l'Assemblée dite nationale, et ce basculement a été appelé, entre guillemets, démocratique. Autre exemple, en 1830, suite à des émeutes survenues au mois de juillet, ce sera la monarchie de juillet, où le catholicisme a cessé d'être la religion d'État dans la Constitution. Il peut donc y avoir des changements d'une constitution à l'autre, et la dernière constitution, elle date de 1958, c'est celle de la Ve République. La constitution civile du clergé, maintenant, elle date du 12 juillet 1790. Depuis ce jour-là, le clergé catholique en France est nommé par la République. Il est nommé par la contre-église. Donc les hommes d'église sont nommés par les ennemis de l'église. Donc ce décret fut sanctionné par Louis XVI, qui le regretta par la suite, hein, sur les conseils de sa sœur Élisabeth. Il fut adopté, ce décret, par l'Assemblée, qui était alors sous l'influence des clubs de jacobins, qui étaient eux-mêmes sous contrôle du Grand Orient de France, lui-même dominé et infiltré par les humiliés de Bavière, de Weishaupt. Donc l'année d'après, en juin 1791, il y eut la loi Isaac Le Chapelier, du franc-maçon du même nom, hein, Le Chapelier. Ce fut une attaque contre le monde du travail, avec cette suppression des corporations de métiers. Et auparavant, juste avant, il y avait eu le décret d'Allard en mars 1791, donc 3 mois avant seulement. C'est à peu près à la même époque qu'apparaît le divorce en septembre 1792, donc pendant la Révolution. Le divorce fut aboli sous la Restauration en mai 1876 par la loi Bonald de l'auteur contre-révolutionnaire Louis de Bonald. Puis il a été rétabli par l'avocat du Vaucluse, le juif franc-maçon Alfred Naquet, le 27 juillet 1884, donc sous la Troisième République, et sur la demande du rabbin de Bruxelles, Astruc. Alfred Naquet l'avait alors clairement avoué. Un Alfred Naquet pour qui la famille ne peut qu'être nuisible à l'homme. Selon lui, elle empêche l'homme de mourir tout entier, elle le perpétue et le continue. C'est ce qu'il avait déclaré dans le journal des débats le 19 décembre 1872. Donc que la famille perpétue l'espèce humaine dérangeait visiblement le frère talmudiste Naquet dans sa vision nihiliste de la société française. L'égalité en droit a été accordée aux Juifs en 1791 par l'Assemblée. 2 hommes en furent à l'origine. Ce sont 2 francs-maçons, l'abbé Grégoire et le comte de Mirabeau. Alors, abbé Grégoire proche d'Adolphe Crémieux, donc déjà ça sentait pas bon, et le comte de Mirabeau, un agent des humiliés de Bavière. Donc un franc-maçon ecclésiastique et
un franc-maçon du Grand Orient de France, un franc-maçon illuministe, pour valider cette égalité en droit. Car auparavant, les Juifs avaient un statut à part, ils n'étaient pas des citoyens français. Dans le prolongement de cette égalité en droit, nous avons eu plus tard, en 1870, le décret Crémieux. Grâce à ce décret, les Israélites d'Algérie, comme par exemple Jacques Attali ou Éric Zemmour, sont déclarés citoyens français. Car comme je le disais, avant, ils ne l'étaient pas. Donc ce décret Crémieux date du 24 octobre 1870. Il fut signé par Crémieux lui-même et aussi par Léon Gambetta, un haut initié du Grand Orient de France sur lequel je vais revenir. Ce décret fut ensuite aboli sous le régime pétainiste de Vichy, donc l'État français, puis il fut rétabli le 22 octobre 1943 par le général de Gaulle. Le même de Gaulle qui a aussi rétabli la République et la franc-maçonnerie en France, et qui, selon certaines sources, comme Henri Barbier, que je salue, de Gaulle était un franc-maçon. Adolphe Crémieux, de son vrai nom Isaac Jacob, fut le fondateur de l'Alliance israélite universelle dès 1860. On est déjà dans le lobby juif à cette époque, et ce, bien avant le CRIF qui a été fondé en 1944. Crémieux fut ministre de la Justice sous la Seconde République. Il se permit de chasser le roi Philippe du trône en 1848, c'est dire le pouvoir qu'il avait à cette époque. C'est le 29 juillet 1881 que fut promulguée la loi sur la liberté de la presse. C'est intéressant d'y revenir. Un homme, Jules Grévy, était alors le président de la République française de janvier 1879 à décembre 1887. C'était un franc-maçon du Grand Orient de France, un initié de la loge La Constante Amitié. Alors vous remarquerez que les noms des loges, c'est toujours l'amitié, la fraternité, la liberté, et jamais le cercle des comploteurs criminels, par exemple. Ben oui, forcément. Le décret de cette loi sur la liberté de la presse fut signé par deux hommes, Ernest Constant et Jules Ferry. Alors Ernest Constant était un franc-maçon notoire, ministre de l'Intérieur et des Cultes, et Jules Ferry fut ministre de l'Instruction publique, donc l'ancienne éducation nationale. C'est un franc-maçon du Grand Orient de France lui aussi, affilié à la loge La Clémente Amitié, puis à l'Alsace-Lorraine. Et c'est intéressant, le but de Jules Ferry, c'était d'établir une société et un enseignement sans Dieu. Donc c'était typiquement dans l'esprit de 1789, dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme. Cette loi sur la liberté de la presse devait soi-disant protéger la liberté d'expression. Elle a notamment ouvert la voie au droit au blasphème qui avait été réclamé par Jules Simon, un député, sénateur et ministre de l'Instruction publique qui fut initié maçon le 3 juillet 1870 dans la loge Le Réveil maçonnique à Boulogne. Concernant cette liberté de la presse, donc la presse libre et indépendante, dans la plupart des cas, c'est une blague. Voilà, on va dire les choses, ça n'existe pas. Qui paye décide. Les médias sont au service de la prétendue démocratie, qui est en fait une plutocratie, je ne vous apprends rien. Et sous la Troisième République, il s'agissait déjà d'une presse soumise aux intérêts du régime. C'était la liberté totale pour la propagande maçonnique antichrétienne à cette époque, alors que l'instruction publique, incarnée par Jules Ferry, consistait à faire croire que la France est née en 1789, que la morale est universelle, qu'elle ne vient pas des évangiles, et qu'elle serait détachée de la religion. Il y avait aussi cette idée que l'enfant appartient entièrement à l'État avant d'appartenir à ses parents. Donc on retrouvait cette idée sous la Troisième République, bien avant avec le montagnard franc-maçon Danton, qui avait pris part activement à la terreur, et puis bien plus récemment avec Laurence Rossignol du Parti Socialiste qui a tenu ce genre de propos dans l'émission Ce soir ou jamais sur France 3 chez Frédéric Tadei. Alors, le but de la manœuvre, c'était que l'État maçonnique ait totalement la main sur l'éducation et sur l'enseignement à la place des religieux. La même année que cette prétendue
liberté de la presse, il y eut donc les lois Ferry de l'initié maçon Jules Ferry. Lois qui ont institué l'école laïque, gratuite et obligatoire. Alors, cette instruction laïque avait été réclamée 11 ans auparavant par le Grand Orient de France, en juin 1870, et c'est donc un de ses membres du Grand Orient, Jules Ferry, qui l'a mise en place. Alors, école laïque égale école anticatholique et école gratuite seulement si l'enseignement est laïque et qu'il est encadré par l'État. Encore aujourd'hui, nombre d'écoles privées, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat, ne sont pas gratuites, elles sont payantes. Le but, c'était de former des libres penseurs et non des croyants, et ce dès l'enfance. Et ce fut le vœu du frère Decker-Grobel, qui était inspecteur d'académie. Dans le prolongement des lois Ferry, depuis juillet 2019, l'école est rendue obligatoire dès 3 ans et non dès 6 ans par la loi Blanquer, qui impose des symboles républicains dans les écoles. En l'occurrence, le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau de l'Union européenne aussi, le slogan liberté, égalité, fraternité et les paroles de la Marseillaise. En son temps, Jules Ferry s'était offusqué de l'illettrisme en France. Avec l'enseignement laïque qu'il a institué, cet illettrisme n'a fait qu'augmenter et le niveau scolaire n'a fait que régresser. On juge un arbre à ses fruits, soit dit en passant, et les fruits de cet enseignement sont objectivement mauvais. On assiste dès la Troisième République à une laïcisation de l'enseignement en France, en même temps que s'applique une persécution anti-religieuse incarnée par un homme issu du Grand Orient de France, et cet homme c'est Léon Gambetta, initié franc-maçon à la loge La Réforme à Marseille, d'abord avocat, puis député, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil des ministres et surtout homme fort du gouvernement à cette époque. Cette dictature anti-religieuse qu'il incarnait avait été décidée au convent maçonnique de Locarno en octobre 1872. Et vous retrouvez cette information dans le livre de Monseigneur Henri de Lassus, Les pourquoi de la guerre mondiale. Cette dictature de Gambetta mit en application le projet des hauts initiés de la haute vente qui, dans une de leurs correspondances, avait écrit en 1822, je cite, « Notre but final est celui de Voltaire de la Révolution française, l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne, qui, restée debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétuation plus tard. » Chasser Dieu du pouvoir et de la société a été et est toujours l'objectif principal de la République talmudo-maçonnique. C'est essentiel à comprendre, cet esprit laïciste de la République. Avant sa mort, Léon Gambetta réclama la loi de séparation entre l'Église et l'État qui a vu le jour le 9 décembre 1905. Ce fut l'officialisation de la laïcité avec cette loi dont Aristide Briand fut à l'initiative et aussi le rapporteur. En amont furent missionnés par les loges 2 hommes. Émile Combes, puis Maurice Rouvier, qui avait cofondé en 1868 la revue L'Union maçonnique. Et bien sûr, nous avons donc Aristide Briand, ministre sous la Troisième République, à la justice, ministre aux Affaires étrangères, président du Conseil des ministres, et qui a ouvertement soutenu le sionisme, et Chaim Weizmann qui fut le premier président de l'État d'Israël jusqu'à sa mort en 1952, et Weizmann fut aussi par ailleurs le conseiller d'Arthur Balfour. Donc Arthur Balfour, rédacteur officiel de la déclaration Balfour, un foyer national juif en terre de Palestine, alors que le rédacteur officieux, le véritable rédacteur, était Alfred Milner. Donc on voit que tout ceci est lié. République, franc-maçonnerie, sionisme. Cette loi de séparation avait été appelée de ses voeux par Moïse Mendelssohn, un philosophe juif allemand, fondateur de la Haskalah, donc le mouvement juif des Lumières, et cela s'est concrétisé en 1905, où la maçonnerie hexagonale a pesé de tout son poids dans cette loi de séparation
qui eut son précurseur auparavant avec le Concordat de 1801. L'année d'après, en 1906, on remarque que la mention « Dieu protège la France » a disparu de la monnaie. Donc, la laïcisation de la société bat son plein, mais pas seulement en France, puisqu'à côté de chez nous, en Italie, cette même laïcisation s'est opérée dans les années 1860 avec ce qu'on a appelé l'unité italienne, donc le Risorgimento, avec à la manœuvre de hauts initiés comme Giuseppe Mazzini, franc-maçon paladiste de superloge, notamment la toute première superloge, la Thomas Paine. Il y avait aussi le député Giuseppe Garibaldi ou encore Cavour qui fut à la tête du Grand Orient italien à cette époque. Revenons en France où, dans un tout autre registre, quelques années plus tard, nous avons eu l'ordonnance de 45 du 2 février 1945. Le juge Chazal en fut le rédacteur et elle a été signée, cette ordonnance, par François de Menthon, qui était un catholique, un juriste, qui fut ministre de la Justice, qui était un gaulliste et qui fut nommé procureur au tribunal de Nuremberg. Cette ordonnance de 45 porte sur la délinquance des enfants, donc l'aspect préventif prime désormais sur le répressif. Concrètement, sur le plan judiciaire, c'est la non-répression de la délinquance juvénile. Et ce fut la porte ouverte à la délinquance des mineurs qui a explosé ces dernières décennies, notamment, entre autres, à cause de cette ordonnance de 45. À cela s'est ajoutée la loi anti-fessée qui est bien plus récente. Il s'agit de la loi du 10 juillet 2019 qui interdit les violences éducatives ordinaires. Cette loi anti-fessée punit de 3 à 8 jours de prison ferme et jusqu'à 45 000 € d'amende s'il y a un ITT sur un mineur de moins de 15 ans. Donc en fait, vous donnez une fessée à votre enfant ou à un adolescent de moins de 15 ans, et puis vous êtes dénoncé soit par votre enfant, soit par un quelconque délateur qui vous a vu donner la fessée, et vous pouvez faire 1 semaine de prison et payer des milliers d'euros d'amende, ce qui est absolument hallucinant. La fessée est devenue en République une violence éducative, entre guillemets, qui passe donc sous le coup de la loi, alors qu'elle est pourtant nécessaire dans le processus éducatif normal. Dans l'élaboration de cette loi, nous trouvons une certaine Marie-Pierre de la Gontrie, une avocate, députée du Parti Socialiste, qui fut conseillère de Laurent Fabius, soutien de Dominique Strauss-Kahn, puis en 2022, l'année dernière, soutien d'Anne Hidalgo à la présidentielle, ce qui ne fut vraiment pas une réussite. La loi Neuwirth, à présent, autorise la contraception. Cette loi fut promulguée le 19 décembre 1967 et adoptée par l'Assemblée dite nationale et le Sénat. C'est la légalisation de la pilule contraceptive. Un homme représentant les loges est à l'origine de cette mesure. Cet homme, c'est Lucien Neuwirth, dit Lulu la pilule, qui était d'ascendance juive polonaise. C'était un franc-maçon notoire qui fut député et sénateur, donc député sous De Gaulle, sous Pompidou et Giscard d'Estaing. Lucien Neuwirth fut un membre de la Grande Loge de France, de l'Alliance France-Israël, de la LICRA et du club paramaçonnique Le Siècle. La loi Veil, maintenant, a légalisé l'avortement en 1975 au nom du droit des femmes à disposer librement de leur corps. Donc, au nom de ce droit, sont tués chaque année en France plus de 200 000 enfants à naître. Donc, ce meurtre massif de vie humaine est remboursé intégralement par la sécurité sociale. Donc cela porte un nom, je suis désolé, c'est un génocide. Et c'est Simone Veil, affiliée à la judo-maçonnerie Jumna Hybrid, qui était alors ministre de la Santé et qui a officiellement pris cette mesure très importante qui influe directement sur la démographie française. Le fondateur du planning familial en 1956 n'est autre que le docteur Pierre Simon, qui fut grand maître de la Grande Loge de France. Pierre Simon visait la transformation de la société et il fut surtout à l'origine de la contraception et de l'avortement
deux objectifs majeurs de ce mouvement féministe militant appelé planning familial, qui s'appelait initialement la maternité heureuse, où on trouve la gynécologue israélite Marie-André Lagroix-Veil-Allais, qui en fut la fondatrice et la présidente. Un planning familial pour qui, aujourd'hui, les hommes peuvent être enceints, ce qui relève de la folie pure. À l'échelle mondiale, concernant le contrôle des naissances, nous avons les Rockefeller avec leur fondation, particulièrement John Davison Rockefeller III. Nous avons aussi la fondation Ford, qui a financé toutes sortes de travaux, de projets sur le contrôle des naissances, l'ONU, bien sûr, et le Club de Rome, fondé par Aurelio Pecciei, qui fut financé par ailleurs par la fondation Ford. Des francs-maçons comme Pierre Simon, mais aussi Edwige Prudhomme, qui fut grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, ou encore Henri Caillavet, ont revendiqué la paternité maçonnique de l'avortement. La loi Veil de 1975 est un pur produit maçonnique. Avocat, puis député et sénateur du Parti radical de gauche, fondateur de la Fraternelle parlementaire, l'agenais Henri Caillavet fut un ponte du Grand Orient de France. Il avait écrit un texte pro-avortement qui est devenu celui de Simone Veil, et il fut aussi l'auteur d'une proposition de loi pour l'euthanasie. Il était vraiment très engagé sur cette question, et on va y venir à l'euthanasie, et il fut également à l'origine du réseau Voltaire, ce média non aligné, dirigé aujourd'hui par Thierry Messant, qui, comme Caillavet, est issu du Parti radical de gauche. La légalisation de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, en 1975, sera suivie de son remboursement dès 1982. Ce sera la loi Roudy, d'Yvette Roudy, franc-maçonne de la Grande Loge féminine de France, une obédience qui est placée sous l'autorité du Grand Orient de France, qui est assez cocasse quand même, pour une féministe qui prône l'égalité homme-femme, d'être dans une maçonnerie 100% féminine et sous l'autorité donc d'une obédience maçonnique qui est qui était en tout cas exclusivement masculine. Donc, Yvette Roudy fut ministre des droits de la femme sous la présidence de François Mitterrand. C'était une députée européenne, puis une députée à l'Assemblée. Elle fut à l'origine de deux lois qui portent son nom, les deux. L'une pour le remboursement de l'IVG en décembre 1982, l'autre sur la parité homme-femme en juillet 1983. L'idée pour ces féministes, ce fut d'opposer l'homme et la femme sur le marché du travail pour attiser des conflits horizontaux et non verticaux, et de créer aussi des discordes dans le couple et dans la famille. Dans l'idéologie féministe, la femme n'est plus le complément de l'homme. Elle est son premier ennemi. En 1971, Yvette Roudy avait signé un manifeste demandant la légalisation de l'avortement. Elle était très impliquée sur ces questions. Elle fit la promotion de la contraception dès sa prise de fonction en 1981. Et pour l'anecdote, cette franc-maçonne féministe du Parti socialiste a reçu du Grand Orient de France le prix de la laïcité 2016. Le 3 janvier 1973, date importante, il y eut l'article 25 de la loi Pompidou-Rothschild sur la Banque de France. L'État français n'emprunte plus à taux zéro à la Banque de France. Ce fut l'élément déclencheur de la dette souveraine, dette et même intérêt de la dette qu'il faudrait soi-disant rembourser alors que c'est impossible à rembourser. Les mesures gouvernementales, les restrictions budgétaires vont pour beaucoup d'entre elles dans ce sens, celui du remboursement de la dette, des intérêts de la dette. Donc cette loi a été abrogée en 1994, mais la dette a continué de grimper et elle s'élèverait aujourd'hui à plus de 3 000 milliards d'euros. Depuis le traité de Maastricht, puis le traité de Lisbonne, merci Nicolas Sarkozy, l'État français n'emprunte plus à la Banque de France. Il n'emprunte toujours pas à taux zéro,
mais au marché financier, hein, des banques d'affaires, hein, on connaît lesquelles, hein, les Rothschild et leurs associés, Lazare Frères notamment. Donc la dette se creuse dans tous les cas, et c'est en amont, à la base, un des plus gros scandales, selon moi, un problème majeur de notre époque, à résoudre en priorité pour tout gouvernement qui serait véritablement patriote et attaché au bien commun, en finir avec cette dette illégitime. Pour revenir à cette loi, Georges Pompidou a eu un poste de directeur de la banque Rothschild, puis il fut directeur de cabinet du général de Gaulle en 1958, député et enfin président de la République de 1969 à 1974. Georges Pompidou fut, selon le haut initié italien Magaldi, un franc-maçon des superloges, de la superloge Three Eyes, une superloge très puissante qui est sous domination américaine. Concernant la politique d'immigration qui entre dans le cadre mondialiste et qui est à mettre en relation avec l'avortement, il y eut plusieurs temps forts. Chez nous en France, en 1976, il y eut le décret sur le regroupement familial avec 3 hommes. Le président, qui était à l'époque Valéry Giscard d'Estaing, qui fut un franc-maçon de haut grade et qui a participé à la commission trilatérale. Jacques Chirac, qui était alors Premier ministre, hein, qui, selon Magaldi, a été un franc-maçon des superloges de l'Atlantis Aletheia et qui, d'après des journalistes de l'Express, a été initié maçon à la Grande Loge l'Alpina en Suisse. Et puis enfin, le ministre du Travail, qui était à l'époque Michel Durafour. Puis il y eut, dès 1985, à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, les accords de Schengen, c'est-à-dire la suppression des frontières dans l'espace Schengen en Europe. À propos de cette Europe, nombre de lois proviennent des directives de l'Union européenne depuis sa création en 1992 avec le traité de Maastricht. À l'origine de la loi Fabius-Guessot, nous trouvons la judéo-maçonnerie du B'nai B'rith dont Laurent Fabius ferait partie. Dans un document daté et signé du 24 septembre 1987, le B'nai B'rith a dénoncé le Front National pour prétendue xénophobie. Ce même B'nai B'rith a réagi aux déclarations de Jean-Marie Le Pen sur le fameux point de détail concernant les chambres à gaz lors de la Seconde Guerre mondiale. Et par conséquent, cette Union française des associations du B'nai B'rith, pour être précis, a demandé au gouvernement de présenter à l'Assemblée nationale une loi visant la condamnation de toute publication et de tout discours discriminatoire à caractère racial ou antisémite. Cette loi comporterait en particulier une condamnation sévère pour toute négation de l'extermination du peuple juif ou la banalisation de l'histoire à cette époque. Minimiser ou banaliser l'Holocauste, pour le B'nai B'rith, ça doit être sanctionné par la loi. Le 13 juillet 1990 a été promulguée la loi Fabius-Guessot qui fut la réalisation concrète de cette demande du B'nai B'rith. Jean-Claude Guessot a été un député du Parti communiste français dans les années 90, puis ministre des Transports sous Jospin de 1997 à 2002. Alors que Laurent Fabius fut directeur de cabinet de François Mitterrand sur décision de Jacques Attali, donc en fait il est le poulain de Jacques Attali depuis les années 80. Il a occupé divers portefeuilles ministériels avant d'être aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel. Il a été ministre des Affaires étrangères, de l'économie, du budget, président de l'Assemblée, premier ministre du Parti socialiste, et puis surtout il a été mouillé dans diverses affaires, notamment celle du sang contaminé. Tout comme son fils a été mouillé dans pas mal d'affaires aussi, donc Laurent Fabius, son fils qui est Thomas Fabius et qui est un escroc notoire.
Le talmudiste Laurent Fabius use volontiers de la pleurnicherie victimaire et du chantage à l'antisémitisme dès qu'il s'agit d'Israël, dont il est un ardent défenseur, et vous retrouverez sa déclaration dans The Time of Israel. Laurent Fabius avait par ailleurs inauguré le musée de la franc-maçonnerie en 2010, et selon moi, il est évident qu'il en est. Toujours sur le terrain de la liberté d'expression, il y eut la loi Avia du 24 juin 2020 sous prétexte de lutte contre la haine sur Internet. Donc l'idée, c'est de censurer des opinions contraires à la doxa, sous couvert de lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. On connaît la chanson. Alors derrière cette loi Avia, de l'ex-députée macroniste Laetitia Avia, nous trouvons un certain Gilles Taïeb, qui est le vice-président du CRIF et qui est aussi le véritable initiateur de cette loi liberticide. Au niveau de la liberté d'expression en France, entre la loi Guesso et la loi Avia, nous trouvons à la manœuvre le Bnei Brit et le CRIF. Dire froidement la vérité sur certains lobbies, sur le pouvoir en place, sur le système en place, sur cette république talmudo-maçonnique, c'est selon eux délictueux. Ça doit être censuré et ça doit se passer sous le coup de la loi. Un mot sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Cette loi date du 11 octobre 2010 et elle a été promulguée le 11 avril 2011. Donc nous avons 3 fois le nombre 11 qui, chez les initiés, symbolise la transgression du décalogue. Alors pour le bal masqué ou pour le carnaval, là ça passe, il n'y a pas de problème. La guignolade, c'est bon, c'est open bar en République. Par contre, pour les musulmanes ou même pour les catholiques qui se couvrent la tête, là ça passe pas. Là c'est pas bon, avec cette loi promulguée au nom de la laïcité. Donc cette loi est apparue sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui est issu du Grand Orient de France, membre de plusieurs superloges, notamment la superloge européiste Pan-Europa, ou aussi celle des néoconservateurs sionistes, la Hathor Pentalpha. Le premier ministre à l'époque était alors François Fillon, qui a notamment participé au club paramaçonnique et mondialiste du Bilderberg, qui vient de se réunir à Lisbonne au Portugal. La loi Taubira a légalisé le mariage homosexuel. Elle a été adoptée il y a 10 ans, le 23 avril 2013. D'après la journaliste Sophie Coignard, la guyanaise Christiane Taubira est affiliée à la Grande Loge féminine de France, ce qui n'est pas une surprise. Le premier mariage homosexuel en France, c'était entre 2 hommes, a été célébré le 29 mai 2013 à Montpellier avec une maire du Parti Socialiste, une certaine Hélène Ladrou. Il y avait eu un mariage entre 2 hommes en 2004 à Bègle par le maire écologiste Noël Mamère, mais il avait été annulé par la Cour de cassation. Auparavant, je rappelle qu'en 1999 avait été voté le Pacs sous Jospin. C'était déjà une avancée des droits LGBT. Et encore avant, en 1982, l'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, donc membre du Bnei Brit, membre du comité directeur du CRIF, qui fut avocat du CRIF et aussi avocat de la LICRA, donc Robert Badinter, avait dépénalisé l'homosexualité. Homosexualité qui avait été décriminalisée par la Révolution en 1791. Donc on voit qu'il y a une cohérence, une continuité historique dans tout ça. Il y a donc eu plusieurs étapes dans l'avancée des droits LGBT en France. Il faut savoir que la transphobie est également réprimée par la loi, c'est la loi 2012-954 du 6 août 2012 qui sanctionne le harcèlement sexuel et la transphobie, de telle sorte qu'on ne peut plus rien dire sur ces sujets-là. Les transgenres, tout comme l'homosexualisme. À cela s'ajoute l'absurde, la grotesque
théorie du genre, depuis le 28 septembre 2022, c'est récent, le Conseil d'État a validé une circulaire du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui autorise les enfants transgenres à porter le prénom de leur choix à l'école. C'est la circulaire Blanquer, de Jean-Michel Blanquer, qui a par ailleurs présidé le dîner annuel de la Grande Loge de France en 2017 et qui a avoué ses convergences avec les valeurs maçonniques entre guillemets. Donc je crois que ça se passe de commentaires. Plus grave encore, il y a ce rapport de l'ONU, ce super État maçonnique, pour paraphraser Léon de Poncin, donc, qui recommande l'ONU la sexualisation de l'enfance à l'école. Une école qui, selon l'ONU et l'OMS, doit leur apprendre la masturbation, à construire des relations homosexuelles, à utiliser la pornographie en ligne et à leur apprendre des techniques sexuelles comme la fellation. Depuis plusieurs années maintenant, les médias alignés préparent le terrain à l'euthanasie sous le prétexte de mourir dans la dignité. Alors si vous mourrez euthanasié par la République, injecté, donc là pour la République c'est digne, là c'est bon. Par contre si vous mourrez en souffrant, sans être injecté, là la République peut estimer que non, c'est indigne. Et pour Jacques Attali, président officieux de la République française, je le rappelle, est mentor d'Emmanuel Macron. Donc pour Attali, dans son livre L'avenir de la vie, qui a publié en 1981, l'euthanasie sera un instrument essentiel de nos sociétés futures. Donc voilà un beau projet de société, éliminer les personnes âgées avant l'heure fixée par Dieu. Et donc ce serait l'État maçonnique qui se substituerait à Dieu et qui fixerait la date de fin à sa place. En avril dernier, dans le journal Le Monde, Emmanuel Macron a demandé un projet de loi d'ici la fin de l'été pour élaborer un modèle français de la fin de vie. C'est l'autre nom de l'euthanasie, donc il y a juste le terme qui change. On a donc aussi le droit de mourir dans la dignité. Donc voilà, donc tous ces gens-là, vous l'avez compris, donc tous ces francs-maçons, particulièrement ceux du Grand Orient de France, poussent derrière le suicide assisté, qui est l'euthanasie. Ils poussent à la damnation des âmes, qui est l'objectif ultime de la franc-maçonnerie, synagogue de Satan. Simple question. Toutes ces lois que je viens rapidement d'énumérer aujourd'hui et qui sont l'œuvre des loges maçonniques, qu'elles nous viennent de Bruxelles ou pas, ont-elles produit de bons fruits? Y a-t-il eu des effets positifs, concrets dans la société? Le niveau scolaire a-t-il augmenté? On a vu que non. Le niveau moral, encore moins. Si l'humain s'accommode de toutes ces mesures iniques, s'il les cautionne, s'il finit par les approuver, on ne le force pas non plus, mais c'est qu'il y a une raison. Et c'est parce qu'en amont, il n'y a plus la lumière de la foi, il y a un complot contre notre intelligence, j'en suis convaincu, et il y a aussi un mystère d'iniquité, selon le terme employé par saint Paul, mystère d'iniquité qui pousse les masses à l'aveuglement, à ne pas vouloir voir la vérité. Et c'est aussi à cause d'un manque de formation politique et religieuse sur ce qu'est la République, sur ce qu'est la franc-maçonnerie. Et c'est donc, selon moi, important d'informer sur ces sujets. À maintes reprises, la franc-maçonnerie a affirmé qu'elle ne faisait pas de politique. Nous venons de constater l'inverse. Et c'est tout le problème. Dire une chose et son contraire. Dire une chose et faire le contraire. Cela pose un gros problème de crédibilité. Forcément, le fait d'afficher des principes, la liberté, la raison, pour mieux les trahir. Afficher des principes pour mieux légitimer ensuite, au final, un projet diabolique comme le nouvel ordre mondial. Généralement, ces lois ont été pondues au nom de la liberté et des droits de l'homme, de valeurs républicaines. Concrètement, cela a conduit notre nation
à sa perte, à ce que la France soit le pays où l'on consomme le plus d'antidépresseurs en Europe. Ce leadership, je crois que personne ne nous l'envie. On constate que toutes ces lois vont dans une même direction, qu'elles participent toutes à un même projet mondialiste qui vise notamment le contrôle de l'information, la restriction des libertés individuelles, la réduction de la population mondiale. Tout converge, tout va dans ce sens. Que ce soit l'attaque contre la famille, le féminisme, le planning familial, le contrôle des naissances, la contraception, l'avortement, l'euthanasie à venir, la LGBTisation de la société et même l'injection anti-Covid entre dans ce cadre. Infertilité, baisse de la natalité, mort pour certains, tout ceci rentre dans le cadre malthusien de la réduction de la population mondiale. Cette idéologie de mort, qui est incarnée notamment par l'avortement légalisé et l'euthanasie, cette idéologie est fondamentalement maçonnique. Elle est un instrument, parmi tant d'autres, de la destruction de notre civilisation. Face à cette idéologie de mort, face à ces lois perverses, face à ce projet contre nature, il est nécessaire de renouer avec son opposé, la loi naturelle, la défense de la vie, le Dieu, famille, patrie de saint Thomas d'Aquin. Renouer avec une certaine morale, celle des évangiles, renouer avec des principes, renouer avec des valeurs, avec un autre état d'esprit centré sur Dieu, un esprit de justice et de vérité. Il ne peut y avoir de justice sans vérité. Un esprit de remise en question permanente, d'où la nécessité de la pénitence. Un autre état d'esprit et un autre comportement au quotidien afin d'incarner nous-mêmes le changement qu'on voudrait voir s'opérer dans la société. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera accordé par surcroît. Cette phrase du Christ dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 6 verset 33 sera ma conclusion. Merci de votre attention et à très bientôt.